Augustin Tumbanzouji, je suis secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, de l'Union nationale des travailleurs du Congo, FENECO-UNTC, République démocratique du Congo. La situation du personnel de l'éducation est tributaire de la situation politique générale. Avec l'intervention de l'éducation, nous disons que pour avoir une éducation de qualité, il faut les enseignants de qualité, les matériels didactiques de qualité et l'environnement de qualité. Il se fait qu'une partie de la République démocratique du Congo est occupée par des groupes armés qui sont en train de semer la terreur, et il y a des déplacements massifs. On détruit l'école, et tous ceux-là qui sont en pleine migration au pays ne trouvent refuge que dans les écoles. Comme vous savez, les écoles constituent des espaces qui peuvent accueillir beaucoup de personnes. Alors, dans toutes ces écoles là-bas, il n'y a plus cours. Alors, à côté de ça, un pays qui est agressé comme la République démocratique du Congo, comprenez que les moyens, le gros de tout ce que nous avons comme finances, c'est de verser dans les efforts de la guerre. Alors quand on déverse les finances là-bas, c'est que comprenez que souvent on rogne plus dans tous les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, et ce qui fait que en 2019, on a commencé à mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement, parce que nous sommes parmi les rares pays où l'enseignement primaire n'est pas gratuit. Alors en 2019, on a commencé cette expérience avec beaucoup de moyens, et puis les salaires ont été améliorés, les frais de fonctionnement accordés aux écoles, ce qui n'existait pas dans le temps. Et depuis lors, aujourd'hui, avec la situation de la guerre, il n'y a rien qui marche. Les salaires sont butés au problème de dévaluation monétaire. On est rentré presque à la case de départ, et dans l'entretemps, la gratuité est en train de continuer son bon ordre de chemin, ce qui fait qu'il y a des tensions. On menace toujours d'aller en grève pour pouvoir revendiquer des conditions meilleures pour toutes les enseignantes et tous les enseignants. En bref, de quoi il s'agit en RDC. Dans ce contexte politique, les plus grands défis que nous avons à relever, c'est d'abord la prolifération des syndicats. La RDC, surtout dans les secteurs de l'éducation, on a plus de 100 syndicats, toutes formes confondues, des centrales, des fédérations, des syndicats maison, des syndicats de tout genre, je veux dire, qui sont dans la plupart à la merci de l'employeur, comme on dit, des syndicats fantoches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait les manipuler, à partir du moment où on sait leur donner une corruption morale ou je ne sais comment, on essaie d'élever presque la majorité. Les responsables sont devenus des grands directeurs dans l'administration publique. Cette promotion là-bas est à la base du contrôle de fonctionnement des syndicats. Alors, il y a une large coalition des syndicats fantoches qui sont en train d'opérer à contre-courant avec les aspirations du personnel de l'éducation. Alors ça, c'est une grande difficulté. On utilise des méthodes quand même pour contrer ce mouvement. Notamment, nous appelons de façon parallèle à la grève, qui n'est pas consentie par tous les syndicats, mais néanmoins, les syndicats qui ont de l'aura parmi le personnel de l'éducation. Et à côté de ça, il y a la situation de la guerre, parce que chaque fois que nous allons dans les négociations, il n'y a pas un seul moment où l'argument de taille qui
concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants est buté à cette histoire de l'effort de guerre qui fait que tous les moyens, on les met dans la guerre. Comme nous, on ne sait pas contrôler, il se fait malheureusement que c'est par cette voie là-bas où on enregistre beaucoup de détournements des deniers publics. Il y a beaucoup de procès qui sont en justice contre certains ministres, certains hommes d'État en rapport avec les détournements des deniers publics. Alors, une autre difficulté, c'est que nous avons un pays qui a les dimensions continentales, mais malheureusement, le système de communication pose problème. Alors, ce qui fait que pour aller d'un coin à l'autre, d'autant plus que la retenue à la source de Tchekhov n'est pas comme mode de cotisation universellement reconnu au niveau du pays pour pouvoir soutenir les activités syndicales, il se fait que les moyens pour pouvoir fonctionner sont amenuisés pour permettre à ce que l'on puisse se mouvoir sur toute l'étendue de la République. Alors, de notre côté, en tant qu'affilié à l'International de l'éducation, nous essayons de faire quelque chose et puis grâce à la centrale des syndicats du Québec, avec laquelle nous développons le programme de cercle d'études dans les écoles publiques depuis 2017, on essaye dans les projets de trouver comment arriver dans les coins, certains coins, notamment à 12 villes, pour pouvoir mener des activités syndicales. Alors, en dehors de ça, c'est que les activités au niveau du ministère, c'est fait de façon discriminatoire, telle qu'il faut nécessairement être de l'avis de l'employeur pour pouvoir bénéficier des missions à l'intérieur du pays. Et comparativement à ce que nous avons, ces missions là-bas, quand vous voyez combien ça paye, vous ne pouvez aucunement ne pas vous imaginer comment la corruption est en très bonne santé parmi les syndicalistes dans les rapports, ce qui fait que même le niveau de dialogue social est à remettre en cause. Donc le travail est très dur, nous essayons de faire quelque chose. Nous sommes à la base notamment de départ de beaucoup de ministres qui sont en train de se distinguer dans ces antivaleurs. Et à côté de tout ça, nous trouvons que nos efforts des fois sont limités. Ne perdons pas courage parce que le pays nous appartient. On fait toujours quelque chose. Notamment aussi la situation de la guerre, pour y revenir, c'est que après avoir constaté que c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya qui sont en coalition pour pouvoir piller l'est de notre pays, nous avons trouvé aussi que tous nos services de sécurité, l'armée et même le niveau politique sont infiltrés par toutes ces catégories de personnes qui usent même de la corruption pour pouvoir gagner la guerre. Nous avons développé au niveau du pays un mouvement qu'on appelle les Wazalendo. Les Wazalendo qui veut dire, dans le terme simple, les patriotes. C'est-à-dire tous ces gens qui avaient été, qui ont vu comment leurs parents ont été décapités, comment leurs mères ont été violées, leurs femmes violées, et puis on a utilisé vraiment des méthodes les plus sadiques pour pouvoir les chasser de la contrée de l'Est afin qu'ils les occupent pour pouvoir s'accaparer des minéraux. Ces gens, ils ont pris les devants en prenant des armes pour pouvoir combattre de façon sérieuse l'ennemi. Et nous, de notre côté, en tant que patriotes, nous continuons toujours à faire le plaidoyer en train d'appeler à la solidarité. C'est comme ça que certains pays, contrairement à la position des politiciens, on a remarqué des marches notamment au Kenya pour protester contre la position des politiciens afin d'envahir, de détruire la République démocratique du Congo. Il y a eu des manifestations aussi au Congo-Brazza, toujours dans le même sens. Donc, ne laissons pas tomber les bras, mais il se fait que, comme il y a beaucoup de moyens qui sont déversés dans la guerre,
l'éducation en souffre et nous, notre appel consiste à dire si on ne finance que la guerre et qu'on laisse l'éducation telle qu'elle est, au stade où elle est vraiment dépourvue de tout, on ne fera que la guerre parce qu'il n'y aura pas de gens pour pouvoir accepter de mettre un terme à la guerre. Ça sera ce que l'on dit, la violence ne résout jamais un problème de manière définitive. Elle va établir un ordre provisoire qu'une autre violence viendra renverser avec la catégorie des personnes que nous ne savons pas former convenablement. Si aujourd'hui il y a la gratuité de l'enseignement, parce que pour que tous les enfants en âge scolaire puissent accéder à l'éducation, il y a deux freins majeurs, notamment c'est que l'école primaire n'est pas gratuite, il fallait payer, or tous les parents n'ont pas de moyens, ce qui fait que beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et l'autre frein, c'est les manques d'infrastructures scolaires. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir en disant qu'on a su récupérer plus de 5 millions d'enfants qui n'avaient jamais fréquenté l'école. On les a récupérés pour aller à l'école. Les défis, c'est les conditions maintenant parce qu'on a des classes pléthoriques de plus de 100 élèves. Comprenez que dans le contexte des enseignants qui ne sont pas suffisamment motivés, c'est que la situation est encore plus dure qu'avant. Donc, néanmoins, nous notons positivement dans nos réalisations que la gratuité de l'enseignement, c'est le fruit de notre travail. Deuxièmement, dans le pays, avant l'intervention des institutions financières internationales, il y avait ce qu'on appelle la carte d'ayant droit pour permettre à tous les fonctionnaires, dont les enseignants, à accéder aux soins médicaux. Mais avec l'intervention de la Banque mondiale, leur programme d'ajustement structurel, les budgets alloués à ces charges étaient tombés à zéro. Et puis, la souffrance est revenue. Nous, au moins dans notre pays, nous avons su mettre sur place une mutuelle de santé professionnelle qui soulage tant soit peu le besoin en soins médicaux des enseignants. Cette mutuelle, elle est exemplaire, elle est vraiment modèle pour tout notre continent, l'Afrique, mais seulement elle rencontre un peu des difficultés parce que il y a le niveau des formations de ceux-là qui sont chargés de gérer les fonds, de gérer la mutuelle pose problème. Il y a aussi le financement par l'État congolais parce que quand on avait commencé la mutuelle, il y avait on avait déterminé le taux pour pouvoir financer cette mutuelle. Mais ce fait que le gouvernement, il avait en ce temps-là 240 000 enseignants. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte environ 700 000 enseignants, mais le montant n'a pas bougé et en plus, il a beaucoup dévalué. Ce qui fait que les services rendus actuellement par la mutuelle de santé ne sont pas de qualité. Néanmoins, nous comptons ça à notre actif. En dehors de ça, il y a la plupart des ministres qui arrivent dans le contexte d'une démocratie fragile. Ils ne veulent pas se livrer à l'exercice de faire tenir des réunions, des dialogues sociaux, notamment en ce qui concerne les informations qui doivent se passer entre les deux parties. Il y a les négociations, il y a aussi les consultations. Alors nous, néanmoins, nous avons une base qui fait que, quelle que soit la vigueur, la rigueur ou les niveaux de dictature de celui qui prend et le pays et le ministère, nous savons toujours trouver une place pour que nos voix soient entendues. À côté de ça, il faut avouer que dans le cadre, comme je l'ai dit, du programme de cercle d'études dans les établissements scolaires de la RDC, nous avons réussi à faire fonctionner convenablement les syndicats à la base. C'est-à-dire, les cercles d'études, c'est une sorte de réunion au cours desquelles les membres
de ce service se retrouvent chaque fois qu'il y a un problème ou à l'occasion pour pouvoir en discuter et trouver des solutions à la base. Dans le cas où ça dépasse les limites de leur niveau, ils les réfèrent à la hiérarchie syndicale et on avance. De cette façon-là, les enseignants s'intéressent aux syndicats. Il n'y avait pas tellement de cotisations syndicales dans le temps. Aujourd'hui, nous comptons sur les cotisations syndicales et il y a même une de nos villes qui a réussi à se débrouiller à sa manière pour pouvoir obtenir le check-off, la retenue à la source, ce qui est, je peux dire, un grand pas dans l'autonomisation des organisations syndicales. Alors, autre chose que nous ne cessons de réaliser, c'est que nous faisons toujours les plaidoyers à chaque rentrée parlementaire pour que les budgets alloués à l'éducation puissent bouger. Il y a longtemps que ce budget était en dessous des 10%. Maintenant, là, il est en train d'avoisiner les 20%. Or, c'est en dessous de la moyenne de tous les budgets de l'Afrique subsaharienne. La RDC est vraiment en bas. Nous continuons à faire notre plaidoyer. Et dernièrement, d'ailleurs, la centrale des syndicats du Québec a financé une étude sur la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Avec cette étude, nous avons réussi de réunir un nombre important de parlementaires pour qu'ils puissent avoir du cœur à ce que les systèmes éducatifs puissent prendre de l'envol. Alors, au cours de ces débats, nous avons créé une sorte de structure avec les amis et les parlementaires amis de l'éducation, avec qui nous allons commencer à travailler autrement pour que le plaidoyer que nous menons en faveur de l'augmentation du budget alloué à l'éducation puisse bouger. Nous voulons vraiment faire bouger les lignes de manière à ce qu'il y ait un soulagement de la part des enseignants, parce que chez nous, un enseignant, comme à partir d'un certain moment, n'est pas considéré comme un travailleur. Alors quand on demande à un enfant d'un enseignant « Qu'est-ce que ton père fait ?» Il dit qu'il est enseignant. On lui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail ?» Comprenez qu'il y a un problème de professionnalisation de notre métier. Ce sont des dossiers, autant de dossiers qui sont à l'ordre du jour. La pesanteur reste la prolifération des syndicats et la corruption de tout genre qui est en train de gangréner le système.